on va parler des leçons qu'on peut tirer de ce scandale et on va voir les répercussions que ça a eu sur l'écosystème crypto et surtout à quoi s'attendre dans les prochains mois à venir. Donc, revenons maintenant sur plusieurs dommages collatéraux que la chute d'FTX a engendré. Déjà, la porte dérobée. Alors là, on est tombé de très très haut parce qu'on a appris qu'SBF aurait créé une porte dérobée lui permettant de faire des petits transferts au calme, en toute discrétion, sans que les auditeurs externes ne puissent être alarmés. C'est d'ailleurs comme ça qu'il aurait transféré en scred 10 milliards de dollars de FTX à Alameda. Et il semblerait que sa clique, donc que Caro et Co, avait conscience de cette porte. Il nie, bien sûr, l'existence de cette porte dérobée, mais est-ce que sa parole a de la valeur quand on a vu tous les mensonges qu'il a partagés auparavant? Ça montre encore une fois que la régulation ne sert à rien car on peut toujours trouver un moyen de la détourner et ou de la corrompre. Ce qu'il nous faut, c'est de la transparence parce que si les soldes des comptes d'FTX et Alameda étaient transparents et étaient accessibles à tous, par tous, on aurait pu voir le virement arriver et on aurait pu tirer la sonnette d'alarme. Et tu vois, un autre point qui montre qu'SBF est un vrai sociopathe manipulateur, c'est que récemment, même lui, il disait oui, la régulation, c'est une bonne chose, alors que lui-même savait ce qu'il faisait, lui-même savait ce qu'il faisait. Pareil, quand il disait que beaucoup de plateformes étaient en faillite, il parlait de lui, lui-même savait ce qu'il faisait. Lui-même savait ce qu'il faisait. Et nous, malheureusement, on était victimes des biais d'autorité de par toutes les bonnes choses, entre guillemets, qu'il semblait avoir accomplies, alors qu'en fait, il était en train de nous scammer. C'est-à-dire que chez lui, avec sa Caro, ils étaient en train de rigoler. Franchement, c'est fou. Autre chose qui est quand même grave, c'est qu'FTX aurait acheté une maison aux Bahamas pour 74 millions de dollars. C'est fou. Revenons maintenant sur l'affaire Arena, parce que là, FTX est dans la sauce, on le sait déjà, mais ça pourrait être encore pire. Parce que là, il y a quelques mois, FTX avait fait un partenariat avec Miami pour renommer leur arena en FTX Miami. Et actuellement, il leur doit énormément d'argent parce que le contrat est annulé. C'était un contrat à 135 millions de dollars amorti sur 19 ans. FTX avait déjà payé 14 millions de dollars lors de la signature du contrat et le contrat stipulait qu'en cas de défaillance d'FTX, qui comprend également un événement d'insolvabilité, il devrait payer 3 ans de frais de contrat dans les 60 jours. Et comme on peut le voir, FTX devra désormais payer 16,5 millions de dollars pour les 3 années suivantes, donc c'est 5,5 millions de dollars x 3. Et si le paiement n'est pas effectué dans les 10 jours ouvrables, Miami pourrait même facturer 12% d'intérêt par an jusqu'à ce que le paiement soit effectué. C'est pour ça que je te dis, là, c'est vraiment le début des problèmes et il faut suivre de très très près les cryptos qu'FTX et Alameda ont dans leur portefeuille parce que quand ces cryptos vont être débloqués, il est fort probable qu'elles vont les dumper pour avoir les fonds pour payer toutes les dettes qu'elles ont. Maintenant, parlons du Proof of Reserve. On a vu, c'est quelque chose de très 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 important qui a commencé à prendre de plus en plus d'ampleur. D'ailleurs, il y a même Nansen qui a eu l'initiative de partager les Proof of Reserve de plusieurs entités. Donc ça veut dire que là, tu peux te rendre sur leur page et regarder vraiment la quantité de crypto que des plateformes centralisées possèdent. Et ça, c'est très intéressant. Il y a également Chainlink qui a annoncé offrir un service de Proof of Reserve pour permettre aux échanges en difficulté ou qui disent qu'ils n'ont pas le temps, qu'ils n'arrivent pas à mettre la Proof of Reserve en place, de le faire en quelques clics de manière extrêmement simple. Ce qui est assez drôle, c'est qu'il y a quelques plateformes qui ont déclaré qu'il faudrait des semaines pour créer cette Proof of Reserve. En gros, ils ont essayé de jouer de la flûte à bec, flûte traversière, violoncelle. Mais Chainlink leur a dit, vous inquiétez pas les refs, nous on a une solution prête à l'emploi qui peut être mise en œuvre immédiatement. Donc rien que le fait
qu'on puisse voir des plateformes bégayer sur la proof of reserve, moi personnellement c'est un red flag et je me dis allez dehors. Parce que même là il y a un peu des bails un peu bizarres avec UOB qui aurait trafiqué ses proof of reserve. Dès qu'il y a le moindre doute sur une plateforme, allez dehors. En tout cas c'est vraiment ma philosophie. Parlons de Crypto.com. Ils ont partagé leur proof of reserve et on a pu voir qu'ils avaient 20% de Shiba parmi tous leurs actifs. Il y a beaucoup de personnes qui ont trouvé ça particulier en mode mais comment ça vous avez 20% de Shiba? Et Crypto.com s'est défendu en disant qu'ils avaient les fonds de leurs utilisateurs. Ça veut dire que si on prend en compte tous leurs fonds, ça veut dire que si on prend en compte tous les fonds de leurs utilisateurs, il y a 20% de Shiba. Donc c'est très simple. Mais l'autre nouvelle qui a créé un mini scandale et FUD autour de Crypto.com, c'est que leur CEO a partagé une nouvelle. En fait, ils avaient accidentellement transféré 400 millions de dollars en Ether à l'échangeur Gate.io. Donc, suite à cela, il y a beaucoup de personnes qui ont dit, mais comment ça se fait que tu te trompes sur une erreur à 400 millions de dollars? Enfin, c'est bizarre. Et après, le CEO de Crypto.com a essayé d'apaiser les tensions et les inquiétudes en disant que cet échange datait du 21 octobre. Mais s'en est suivi un gros FUD autour de Crypto.com. Tout le monde a dit oui, retirez, retirez. On a même vu le cours de Crypto.com chuter. À partir du moment où il y a une once de doute sur une plateforme, faut la fuir, faut la fuir. Franchement, on va pas nous refaire la même FTX 2 fois. Tu vois ce que je veux dire? Suite à la chute d'FTX, les cryptos se sont crashés, le Bitcoin et l'Ether ont perdu 20% de leur valeur. D'ailleurs, le Bitcoin a atteint une valeur qu'il n'avait pas atteint depuis 2 ans. C'est grave. Et le comble de l'histoire, c'est qu'il y a un an, on va dire semaine pour semaine à peu près, Ether avait dépassé son ATH, avait atteint le prix de 4,8 000 dollars et le Bitcoin aussi avait atteint son ATH de 69 000 dollars. Autre compte, c'est qu'on a également vu que les marchés ont connu leur meilleure journée. Mais bon, après, c'est la vie. Il faut qu'on se dise que peut-être l'année prochaine ou dans 2 ans, on va dépasser ces ATH et faut garder la ce fort, tu vois ce que je veux dire. Autre nouvelle positive concernant l'Ether, c'est qu'elle a atteint son taux de déflation le plus élevé depuis son passage au Proof of Stake. Donc il y a eu beaucoup plus d'Ether brûlés que d'Ether créés. Et d'ailleurs, moi j'étais quand même agréablement surprise de la performance d'Ether parce que je trouve qu'elle n'a pas autant pris cher comparé au Bitcoin. Et je pense que c'est aussi relié à ce nouveau système mis en place depuis le Proof of Stake. En tout cas, je suis vraiment bullish sur l'Ether à titre perso, mais ça, tu le sais déjà. Tu vois, je pensais que l'Ether allait descendre au point d'avoir un prix à 3 chiffres, mais entre guillemets malheureusement, non, je dis entre guillemets malheureusement parce qu'un Ether à 3 chiffres, pour moi, ce serait une très très bonne affaire. Mais bon, c'est intéressant de voir ça. Par contre, il y a d'autres cryptos, c'était vraiment l'inverse. Est-ce que Solana va survivre? Parce que Solana, c'est la crypto qui a pris le plus cher pendant ce crash. Elle a perdu plus de 47% de sa valeur. Solana était étroitement relié à SBF dans le sens où c'était l'un des premiers et plus grands investisseurs via sa société Alameda Research. On a également vu la TVL sur Solana qui a chuté de 32,4%, donc ça c'est très très négatif pour la DeFi sur Solana. Il y a également les wrap tokens issus par FTX qui ont perdu de leur valeur et c'est drôle parce que sur CoinGecko on voit qu'on ne peut même plus les échanger. Alors si je parle de wrap tokens, en fait c'est des tokens emballés qui permettent de rendre des cryptos compatibles avec d'autres blockchains. Par exemple, Ether, c'est la crypto d'Ethereum. Tu ne peux pas forcément la retrouver sur Polygon en tant que telle, mais pour pouvoir avoir de l'Ether compatible avec Polygon, il va falloir l'emballer et c'est pour ça que quand tu transfères tes Ethers d'Ethereum à Polygon, tu n'as pas de l'Ether sur Polygon mais tu as du WEther, donc de l'Ether emballé pour qu'il puisse être compatible avec Polygon. Pour revenir sur Solana, ce qui est dommage, c'est qu'il y a également d'autres cryptos de l'écosystème Solana qui ont pris et qui vont, selon moi, prendre très très cher. Je t'en partage quelques-unes. Serum, Radium, Solana. Bon, je suis pas trop... J'ai jamais été pro Solana, donc je connais pas trop. Mais un autre point relié à FTX qui est assez surprenant, c'est que FTX avait 2,2 milliards de dollars de Serum, une crypto qui a une market cap de seulement 84 millions de dollars. Donc, les calculs sont pas bons en fait. Et malheureusement, ça, c'est un autre travers caché de la centralisation. Parce que
que d'ailleurs Solana, depuis ses débuts, on l'appelait souvent la blockchain des VCs parce que justement il y avait plusieurs VC qui avaient des grosses sommes et ça crée une forme de centralisation où quand un projet crypto chute, malheureusement les grosses positions de son portefeuille chutent également. Et en parlant de ça, il faudrait potentiellement s'attendre à voir certains cryptos reliés à l'écosystème Alameda et FTX chuter parce que quand ils vont recevoir leurs cryptos, c'est ce que je te disais juste avant, ils vont les vendre pour pouvoir avoir des liquidités pour rembourser leurs différentes dettes. Et par contre, ça peut aussi être une opportunité parce que tu sais que dans toute crise, dans tout crash, il y a des opportunités d'une vie. C'est qu'il y a certains projets solides qui pourraient offrir de très bons points d'entrée pour après offrir des gains encore plus colossaux. Encore une fois, tous les projets ne vont pas retrouver leur ATH au prochain bull run, mais ceux qui build et les plus pertinents vont le retrouver. Donc, à toi de voir et faire tes recherches. Et si tu veux que je te partage les projets qui, selon moi, ont le plus fort potentiel pour faire de très très belles performances, on parle d'un x10 fois plus, on se retrouve dans le Club Alpha. Le lien est en description. Malheureusement, on va parler d'autres projets crypto, de fonds qui ont perdu énormément suite à ce scandale. Il y a par exemple Galois Capital qui avait la moitié de son capital sur FTX, donc c'était environ 40 millions de dollars. Il y a également BlockFi. Alors là, c'est chaud parce que eux, ils étaient trop exposés à FTX au point même de stopper les retraits. Et même, tu vois, quand je vois ce genre de choses, encore je peux me dire, nous, les petits investisseurs, peut-être qu'on fait ce genre d'erreur, voilà, on a eu la flemme. Mais comment, en tant que fonds, comment, en tant qu'entreprise, tu te permets de faire l'erreur, de faire confiance à une grosse plateforme centralisée? Peut-être que aussi, off, c'était des gars sûrs ou que SBF lui mettait des disquettes en mode, t'inquiète, nous, tout va bien se passer. Mais bon, malheureusement, voilà la situation dans laquelle on se trouve. Il y a également Sequoia qui avait investi 200 millions dans FTX. Son investissement tend aujourd'hui vers zéro. La bonne nouvelle, c'est que les pertes ont été atténuées par des gains qu'ils ont pu générer grâce à un autre projet. Et là, on voit vraiment le pouvoir de la diversification. Et c'est également la stratégie des fonds d'investissement parce qu'ils savent que sur tous leurs investissements, une grande partie ne vont pas être rentables, mais il suffit d'avoir un seul investissement qui excelle pour essuyer toutes les pertes. Et d'ailleurs, dans un communiqué que Sequoia a partagé, ils ont bien dit que là, on est dans un business de prise de risque. Certains investissements vont nous surprendre de manière négative et d'autres vont nous surprendre de manière très positive. Donc c'est le jeu. Ils ont compris, ils ont conscience des risques, ils se diversifient et puis malheureusement c'est la vie. Il y a Genesis Trading qui avait 175 millions sur FTX. Heureusement ça n'a pas impacté leur activité, ça veut dire qu'ils ont beaucoup plus, c'est bien, ils ont les reins solides. Holdnote qui avait 13 millions sur FTX, CoinShare qui avait plus de 30 millions sur FTX. On a même le Canada qui avaient leur fonds de pension sur FTX, ils ont perdu 95 millions de dollars. Enfin, c'est fou en fait, je te partage une liste et malheureusement, ce qu'on risque de voir les prochains mois, c'est un effet domino. Parce que l'effondrement de l'empire d'SBF va avoir de fortes répercussions sur d'autres projets crypto. Et si on compare ça avec le crash de Luna, on a vu que Terra Luna s'est crashé et après il y a eu une contagion qui a provoqué le crash de 3AC, Celsius et d'autres plateformes. Et là, on est au crash d'FTX. Et donc, ce qui risque de se passer, c'est un effet de contagion. Il y a même des analyses qui disent que le Bitcoin pourrait descendre vers la zone des 10 000, 12 000 dollars. Donc, j'ai envie de dire que le pire reste à venir. Mais comme dans toute situation catastrophique, il y a également des opportunités d'une vie qui se créent, on va peut-être avoir de très très bons points d'investissement. Encore une fois, tu connais not a financial advice, mais voilà, en tout cas, patience à nous, force à nous, mais on sait que le bull run va venir un jour ou l'autre. Donc voilà, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses, partager tes retours en commentaire. C'est tout pour moi, je te dis pense aussi à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas fait et à très très vite pour une prochaine vidéo.